Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette conversation passionnante avec les trois lauréats de notre concours de reportage sur le Covid-19. Un concours que nous avons lancé en partenariat avec le réseau international des journalistes qui est basé à Washington et avec le soutien de Google pour primer les meilleurs reportages sur la pandémie du Covid-19. J'ai l'honneur d'accueillir donc ces journalistes qui se sont distingués lors de cette compétition que nous avons lancée le 4 septembre 2020 et qui a permis de récompenser les journalistes qui ont fait un travail exceptionnel. Nous avons reçu au total 138 articles soumis par 59 postulants. Les reportages devraient être réalisés en français et avoir été publiés entre le 1er juin et le 7 novembre 2020. Ces productions journalistiques ont été évaluées par un jury qui a sélectionné les 8 gagnants des 3 catégories. Je tiens à remercier tous les membres de notre forum de reportage qui ont participé à cette compétition et aussi à féliciter une fois encore vous les lauréats de ce concours. Nous organisons aujourd'hui cette rencontre virtuelle pour souligner le travail exceptionnel que vous avez réalisé et aussi pour permettre aux autres confrères francophones du monde entier de découvrir votre reportage, de le mettre en valeur et aussi de discuter de la façon dont vous avez travaillé durant cette crise sanitaire qui a eu un effet glaçant sur la pratique même du métier du journalisme. J'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi Madame Megan Chiechi. Elle est journaliste vidéo au pôle multimédia chez Le Point et elle a remporté le premier prix avec M. Thomas Bourgeois-Muller, qui est le rédacteur en chef adjoint pôle multimédia chez Le Point. Au sein de l'hebdomadaire, M. Thomas coordonne la production de vidéos et de tout autre format participant au rayonnement éditorial du journal sur le web, notamment sur les médias sociaux. Ils ont fait un reportage vraiment formidable, un reportage qui vous plonge au cœur de l'Alsace, une région meurtrie et particulièrement touchée par la pandémie du nouveau coronavirus, où on a vu autant de décès en si peu de temps et on y reviendra. Nous avons aussi avec nous Madame Ruguyata Sal, j'espère avoir bien prononcé le nom, Oui, c'est ça. journaliste, journaliste PD chez Mediapart, elle collabore avec plusieurs médias également et elle a décroché le second prix avec son article Les EHPAD face au Covid-19. J'ai peur qu'ils se laissent mourir de chagrin et d'isolement. L'article est intéressant en ce qu'il aborde le cas des personnes âgées, chez qui la pandémie a été non seulement une source de crainte indicible, mais aussi une source de souffrance. D'ailleurs, elle le dit si bien dans son article, les personnes âgées sont plus à risque, davantage hospitalisées et viennent remplir les lits de réanimation pour les cas les plus graves. Merci d'être avec nous. Merci. La troisième gagnante est Madame Dougeni Michel Archil. Elle est journaliste d'investigation. Elle est haïtienne chez Enquête Action. Elle a collaboré avec plusieurs médias et croit fermement à l'idée que le journalisme doit être utile à la société. Elle a remporté le troisième prix avec son article qui traite de la question de l'insécurité alimentaire à l'heure de la pandémie. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être là pour partager avec les autres confrères votre expérience, votre histoire, votre parcours et la façon dont vous avez travaillé. La première question, elle s'adresse euh, à Madame Megan et aussi à Monsieur Thomon. C'est comment décrirez-vous à ceux qui n'ont pas lu votre travail, votre reportage, ce qu'il s'est passé en Alsace? Tu veux que je commence, Megan? Pour ceux qui ne l'ont pas lu, comment décrire? Déjà, c'est un reportage bimédia, donc qui est, disons, basé sur de l'écrit, un reportage écrit, et également, et surtout, je dirais même sur de la vidéo. Donc le contexte, c'est 2 mois après, 2, 3 mois après la crise sanitaire enfin la première vague du coronavirus en France qui a largement touché l'Alsace et notamment le Haut-Rhin suite à une messe évangéliste près de Mulhouse. La région a été très durement touchée et quelques mois après, on a décidé d'y retourner avec Megan, sachant que le retour à la normale était arrivé.
et que les gens commençaient à tomber un peu de leur effet de sidération après l'événement. On y avait aussi un député de la région qui est là depuis une bonne vingtaine d'années, si je ne me trompe plus, qui a passé une bonne quinzaine de jours dans le coma, si je dis bien, si je me souviens plus trop du temps, mais il a passé beaucoup de temps dans le coma, avec également une interview du responsable du centre funéraire de la région mulhousienne, qui nous a expliqué à quel point il a été débordé par l'afflux de corps au four, disons passer au four crématoire. Voilà, c'est tout un élément à la fois des gens, des politiques, à la fois des gens qui ont été impactés très directement par la crise, à la fois les commerçants qui ont vu leur activité s'arrêter brutalement parce que la crise a été, je le rappelle encore une fois, très exceptionnelle là-bas. On a essayé de dresser un bilan un peu de tous les points de vue et de tous les horizons de cette situation et après. C'est-à-dire qu'on est arrivé justement au moment où les gens, je le répète, mais c'est important dans le cas du reportage, au moment où les gens commencent à réaliser vraiment ce qui leur était arrivé. Et je pense que ça donne un bon aperçu de ce qui nous attendait pour la seconde vague, qui n'a pas été ressentie, je pense, de la même manière, même si elle est arrivée. Et ça reste, je pense, une bonne trace de ce de ce qu'a traversé la région à ce moment-là. Mégane, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, tu as bien résumé. C'est vraiment l'idée d'aller voir les gens une fois qu'ils sont sortis un peu du show. Donc on avait un rapport, c'est l'avantage, c'est que comme on n'est pas une chaîne télé, on n'était pas obligé de faire de l'actu du jour même. Et en fait, on y est allé vraiment avec presque une démarche de documentaire en se disant parlez-nous de ce qui s'est passé, comment vous allez maintenant, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez vécu? Et du coup, c'est vrai que c'était très émouvant aussi parce que les gens n'avaient pas forcément pris le temps de s'arrêter et de raconter. Ils avaient vraiment été dans le jus. Je pense aux politiques ou aux responsables du centre funéraire. Ils ont tellement enchaîné, ils ont tellement travaillé sans s'arrêter parce que il y avait une urgence qu'on est arrivé et on les a accueillis un petit peu quand ils commençaient à avoir le temps de respirer. Donc c'était assez intéressant d'un point de vue interview en fait. Vous, vous dites quelque part dans l'article que le GHR, qui regroupe tous les établissements de ce type dans la région, a décliné sans justification toutes vos demandes d'interview. Donc, il vous était impossible de recueillir le témoignage des médecins qui étaient sur le front. Comment vous avez géré ça et est-ce que vous avez eu beaucoup de difficultés à accéder à certaines sources? En fait, je Non, non, commence. je t'en prie, vas-y. Je me souviens que, en fait, on a eu souvent des médecins, on en a contacté, je pense 2 ou 3, mais directement, en fait, qui étaient d'accord pour nous parler, qui avaient envie de raconter, ce qui s'était passé et qui nous disaient: «Par contre, je vais pas pouvoir vous parler, sans l'accord de ma direction. Je vais pas pouvoir vous parler, sans que ça remonte, 3 échelles de hiérarchie au-dessus» et on se retrouvait avec des gens qui disaient: «Oui, oui, moi je veux vous parler» et qui nous rappelaient le lendemain en disant en fait non j'ai pas le droit, ah bah je suis désolée. Et en fait c'était très frustrant parce que c'est des personnes qui avaient envie de parler et qui encore une fois ont eu un rôle majeur pendant la crise et on les a empêchés parce qu'il y a eu tellement d'images difficiles pendant la crise même que je pense que les hôpitaux verrouillaient la communication même derrière en se disant il faut plus que ça sorte, il faut que les gens oublient le capharnaüm que ça a été, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'afflux de personnes et ça n'a pas été correctement géré, en fait. Et c'est ce que nous a dit le responsable du centre funéraire. Quand on lui demandait s'il voulait passer à autre chose, lui disait exactement non, je ne souhaite pas passer à autre chose, je veux savoir ce qui nous est arrivé. Je veux revenir un peu dans cette période parce que c'est passé disons presque trop vite et que c'était très dur de réaliser tout ce qui s'était passé. Et l'ARS Grand Est, effectivement, a très clairement eu l'envie, elle, de passer à autre chose, justement, et d'empêcher de revenir sur cette situation de ce qu'ont traversé les médecins, ceux qui étaient les premiers en salle de réa ou les premiers médecins, même les médecins libéraux, qui étaient très disponibles pour nous parler de base, mais qui n'ont pas eu cette autorisation-là.
Il y a vraiment une différence de point de vue selon l'ARS ou selon les praticiens sur place. Et je crois que même les besoins n'ont pas été les mêmes, vraiment. Merci beaucoup. Madame Rugiata Sall, dites-nous pourquoi avoir choisi de faire ce reportage sur les personnes âgées et particulièrement ceux qui sont au sein de l'EHPAD. Alors, l'idée avec ce papier, c'était de recueillir la parole des proches des personnes âgées qui résident en EHPAD, parce que c'était un moment où il commençait à y avoir de plus en plus, de clusters dans ces établissements pour les personnes âgées. Et en fait, j'avais fait quelques demandes de reportage pour aller à l'intérieur des établissements, mais c'était compliqué. C'est un peu comme ce que vous disiez sur, les contacts pour avoir les médecins, les directions, des EHPAD, c'est un peu pareil. On a très peu de retours au moment où c'était très, très chaud en Île-de-France. C'était très compliqué d'avoir des médecins et des autorisations, et du coup, je suis passée par, les familles des résidents, donc par les associations, des familles de résidents qui, elles, ne pouvaient plus forcément rentrer à l'intérieur pour aller voir leurs proches, mais arrivaient quand même à les avoir au téléphone, et donc bah, ça fait que j'ai pu, enfin, pas directement recueillir la parole des personnes, des personnes âgées, mais des inquiétudes de leurs proches qui, ne pouvaient plus les voir, parce qu'on estimait qu'ils pouvaient aussi introduire le virus, et contaminer les résidents, et qui du coup s'inquiétaient énormément de ne pas pouvoir, être en contact physique, en tout cas avec leur famille, quoi. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dépendantes, dont l'état de santé est, très, très, très dégradé, ce qui fait que leurs proches sont très, très, très inquiets, compte tenu du fait que ça augmentait dans ces établissements, quoi. Et c'est aussi un moment où, donc c'était à peu près début septembre, mon papier, où il y avait des avocats qui commençaient à essayer de recueillir des témoignages de proches pour organiser des actions en justice, parce qu'ils estimaient que les directions, d'EHPAD ne protégeaient pas assez, les résidents, quoi, qui effectivement, représentaient, à un moment de l'épidémie, une très, très grande partie des décès qu'il y avait, soit, dans les établissements ou en réanimation après un passage à l'hôpital, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés lors de ce reportage-là? Bah, c'est le fait de pas avoir la parole des directions d'EHPAD, en fait, qu'on refusait, de me parler, un peu comme vous, directement les directions des hôpitaux. J'ai pas réussi à les avoir, parce que pour moi, c'était important aussi de restituer leurs paroles pour savoir quelles difficultés est-ce qu'ils rencontraient aussi en termes de personnel. Est-ce que c'était parce qu'il manquait de moyens qu'ils ne pouvaient pas organiser ces visites, parce qu'il y avait certains établissements dans lesquels c'était encore possible, et peut-être que c'était aussi une question, de moyens. Donc il y a des différences entre les EHPAD publics, les EHPAD privés, et cetera. Donc je voulais creuser aussi un petit peu, les manques de moyens matériels et humains qu'ils pouvaient avoir, mais malheureusement, ils sont pas forcément accepté de me répondre, ce qui est dommage, parce que ça aurait pu permettre aussi qu'ils nous expliquent en tant que directeur d'établissement, comment est-ce qu'ils vivent ça de l'intérieur, quoi. Vous l'avez d'ailleurs mentionné dans votre enquête sous l'intertitre Bête Noire. Nous avons contacté les directeurs des EHPAD, Huguette Bassé-Corian, ainsi que le cabinet de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, et vous dites qu'aucun d'eux n'était disponible pour vous répondre. Oui, c'est ça. Ouais, donc du coup, j'ai préféré le préciser quand même, en bas de mon papier, parce que ça manquait, quoi. Et quelle est la situation aujourd'hui de ces personnes âgées? Est-ce que ça a évolué ou c'est toujours le statu quo? Pardon, j'ai pas très bien. Oui, quelle est la situation au sein des EHPAD? Est-ce qu'après votre article, la situation, elle est demeurée la même? Elle a évolué? Là, on était au mois de septembre, où le nombre de clusters commençait à augmenter fortement dans les EHPAD, et aujourd'hui en France, on est dans une situation où le nombre de cas recommence
a augmenté dans certains établissements, mais c'est pas aussi critique qu'au mois de mars ou en septembre. Madame Duguény Michel, elle a écrit un article sur l'insécurité alimentaire, Haïti mourir du Covid-19 ou de la faim. Dites-nous pourquoi ce reportage et pourquoi avoir pris la part de l'insécurité alimentaire. Et pour des gens peut-être aussi qui n'ont pas lu votre reportage, comment vous leur expliquez? Bonjour à tous. Vous m'entendez? Je vous entends parfaitement bien, madame. Bonjour. En fait, l'idée du reportage, ça vient Le son n'est pas totalement audible. Ça va? Là, c'est bon. Ok. En fait, l'idée du reportage, ça vient d'une fondation. C'est suite à un appel de formation qu'elle a lancé au mois d'avril en fait, un appel de formation pour les journalistes et les organismes médiatiques afin que ces derniers puissent informer la population sur l'évolution de la maladie. Et c'est en fait, c'est de là que l'idée d'écrire cet article est venue. Donc, nous avons postulé à l'appel des formations et nous avons été sélectionnés. Nous avions pour mission ou encore et comme travail de rédiger une série de 3 articles et parmi lesquels nous voulions montrer l'impact que pourrait avoir la pandémie sur la population haïtienne qui déjà en 2019 confrontait à une situation de crise qui sévit dans le pays depuis, nous sommes en 2021, depuis maintenant 3 ans. Cette crise est due à l'instabilité politique, à l'insécurité et tout ça. Et déjà en 2019, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture prévoyait déjà en mars 2020 que la population haïtienne, soit 40%, allait frapper d'une crise alimentaire. Donc, nous avons jugé de parler avec des experts et aussi de rencontrer certaines personnes de la population afin de mettre en lumière ou encore afin d'informer la population sur l'évolution ou encore sur les impacts qu'allait avoir cette crise sur nous. Donc, c'est de là que nous est venue l'idée de rédiger l'article. Madame Megan, dites-nous, qu'est-ce que cette distinction vous apporte en tant que lauréate? Je suis assez d'abord touchée et ensuite c'est hyper important, je trouve, de penser. En fait, on n'a pas forcément l'habitude quand on est dans un média à Paris d'aller en région, d'aller au plus près, de passer du temps en fait dans un endroit et de rencontrer plusieurs personnes et de prendre une semaine. Et c'est vrai que à la fin, moi je suis hyper satisfaite. J'ai l'impression que c'est plus complet que quand on va vite fait passer un coup de fil ou se déplacer. Et là, j'ai l'impression que parce qu'on est allé voir ces gens-là et parce qu'on a pris le temps, ils nous ont aussi accordé beaucoup plus de confiance. Et du coup, je suis heureuse pour le prix parce que j'ai l'impression que le travail, il est un peu différent d'habitude aussi. Il est plus, il y a une vraie relation qui s'est instaurée. Et j'espère que ça se ressent dans les papiers et dans la vidéo avec nos interlocuteurs parce que ouais, on a pris le temps et qu'on est venu jusqu'à eux et qu'ils s'y attendaient pas forcément. Et voilà. Lorsque nous lisons votre reportage, vous le dites si bien, on a l'impression que c'est le récit en fait d'une épreuve. Comment l'avez-vous vécu? Donc, Thomas, tu veux répondre un peu? Oui, pourquoi pas.
Une épreuve parce que moi, d'ailleurs, c'est un peu à double, disons, ça a double effet pour moi parce que je viens de la région là-bas et c'est pour ça que c'est parce que j'ai eu beaucoup de témoignages en amont que l'on a aussi décidé d'y aller pour un temps assez long aussi et de recueillir justement de témoignages de gens qu'on ne verrait pas forcément si on abordait le sujet de manière un peu légère. On est allé très en profondeur et tous les témoignages que ce soit du commerçant ou du politique qui ont une vision beaucoup plus du terre à terre par rapport à d'habitude. Le président de la région Grand Est était d'une simplicité et d'un pragmatisme face à la situation qui était assez, disons, assez fort. Jusqu'au, je le disais tout à l'heure, jusqu'à la personne qui s'occupe du centre funéraire ou alors de la commerçante du village. Il y a vraiment eu cette sensation d'avoir un récit assez unique de beaucoup de gens qui ont vécu une chose et qui savaient que c'était quelque chose de relativement unique pour de très mauvaises raisons, parfois même pour de bonnes, parce qu'il y a eu quelques bons enseignements après la crise traversée de cette chose-là. Mais je pense que c'était vraiment pile dans le bon instant. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir fait ce reportage avec Megan, parce que c'est quelque chose qu'on a saisi pile au bon moment et qui méritait d'être vu, d'être dit et d'être encore vu aujourd'hui. Je vous invite à regarder les témoignages vraiment de ce responsable du centre funéraire qui nous explique vraiment cette totale sidération face à l'événement qu'il venait de traverser et tout ce que ça lui a apporté alors qu'il est habitué à vivre des choses relativement difficiles en général. Donc non, c'est effectivement une épreuve et on n'en démordra jamais, je crois. Et au tout début du confinement, donc Emmanuel Macron a dit que la France était en guerre face au virus, ce qui était des mots très très forts qu'on n'avait pas l'habitude qu'on n'avait jamais entendu, notre génération. Et en fait, en se rendant sur place, on a l'impression qu'en effet, les gens avaient coupé leur respiration pendant quelques mois. Tous disaient, oui, je connais un proche qui est parti, parce que la région a été le premier cluster français, en fait. Donc, il y avait chacun qui pouvait dire qu'il avait perdu quelqu'un, que quelqu'un avait réchappé de la mort après le coma, donc c'était très difficile, ou évidemment au centre funéraire, où en fait, on n'a jamais eu autant de décès en si peu de temps. Et c'est là où, pour nous aussi, ça a été très choquant, l'épreuve. C'est eux qui l'ont vécu, hein, mais nous, on l'a vu aussi que ça l'avait été, parce qu'en fait, on parlait de mort tout le temps, en fait. Et on avait l'habitude de parler de la maladie, et en fait, quand on est allé sur place, les gens nous disaient oui, c'est la mort surtout qui nous a marqué, c'est de voir les gens qui tombaient autour de nous. Et donc c'est là où c'est une vraie épreuve. Madame Dougeni Michel Archi, dites-nous, qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Ok, en fait, je peux dire que c'est un honneur pour moi de le recevoir, mais aussi c'est comme une alerte, pour moi, et c'est une alerte pour me dire de continuer de faire mon travail, de continuer sur cette lancée, mais aussi en tant que journaliste, j'ai une responsabilité et j'ai une responsabilité que je dois comment dire. En fait, c'est une responsabilité en tant que journaliste. Ce prix n'est pas un accomplissement pour moi, mais plutôt un appel que je dois continuer, que je dois faire beaucoup plus d'efforts et que la société a besoin de mon travail. Je rappelle aux confrères et à ceux et celles qui nous suivent, que ce soir en direct dans le groupe Rivière sur Facebook ou via l'application Zoom, que cette rencontre virtuelle, elle est interactive. Vous pouvez poser vos questions aux lauréats dans les commentaires sous la vidéo sur Facebook ou dans la boîte de discussion qui est juste en bas de votre écran.
Je rappelle que c'est un événement qui est organisé par notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Nous avons lancé ce forum, ça fait bientôt 10 mois et nous organisons chaque semaine des webinaires, des formations gratuites pour les journalistes. Et l'idée, c'est d'accompagner les journalistes, de leur offrir les ressources dont ils ont besoin pour mieux travailler en cette période de crise sanitaire. Et je ne l'ai pas fait dans mon introduction, mais pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Madame Rudiata, je vous poserai la même question que celle que je viens d'adresser à votre consoeur Michel. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Micro, il n'est pas activé. Non. Hop, me voilà. Ouais, Pardon, j'avais top, coupé c'est mon bon. micro. Ben, je vous remercie pour ce prix parce que c'est hyper important, la reconnaissance du travail qu'on a pu fournir pendant cette crise sanitaire. Et je suis touchée que ce soit sur ce papier parce que, bah, les personnes âgées, c'est quand même celles, qui ont été le plus touchées, par l'épidémie et moi, j'ai eu l'impression à certaines périodes qu'on les oubliait, qu'on les mettait de côté et qu'on pensait, que plutôt aux choses personnelles qui n'existaient plus pour chacun, sans oublier que les premières victimes, c'était les personnes âgées, qu'elles soient résidentes dans les EHPAD ou dans leur famille. Donc pour moi, je suis hyper fière que ce soit un papier qui rappelle que ce sont les premières victimes de cette crise sanitaire, qui ait remporté ce prix. Merci. Madame Megan, dites-nous, comment cette crise a-t-elle bouleversé votre façon de travailler? Comment vous avez travaillé pendant cette crise sanitaire? Nous savons que l'accès aux sources a été beaucoup plus difficile et compliqué et les journalistes n'avaient plus cette possibilité de se déplacer, d'interagir avec le public comme ils le faisaient avant la pandémie. La pandémie a eu des conséquences sur la partie de notre métier. Comment vous avez travaillé durant cette crise sanitaire et quel impact la crise a-t-elle eu sur votre travail? Honnêtement, dans un premier temps, je pense que j'ai été un peu sidérée comme tout le monde et je j'ai pas encore, parce qu'en France, avec la carte de presse, on a le droit de se déplacer encore. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'avais moi-même peur et je me disais: «Bon, bah, on va passer des coups de fil et on va travailler à distance» et voilà. J'ai eu du mal à me résoudre à l'idée de faire un Zoom parce que c'est pas beau. En plus, surtout, moi, je fais de la vidéo et donc la qualité, elle est quand même moins bonne, l'interaction, c'est pas la même. Et progressivement, on s'est résolu à devoir le faire. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été évident et ça a surtout été beaucoup de frustration dans un premier temps. Et puis après, la résistance, en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait ressortir aussi et qu'il fallait que j'utilise cette carte pour aller voir les gens et qu'en fait, euh, il y avait quand même toujours des gens qui étaient d'accord pour nous rencontrer et nous recevoir. Tant qu'on garde les masques, tant qu'on respecte les gestes barrières, il ne fallait pas se mettre des barrières soi-même, justement parce qu'on est journaliste et en fait, nous, on a le droit de les dépasser un peu. Monsieur Thomas, la crise a-t-elle aussi bouleversé votre façon de travailler? Oui, oui, et d'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui, hein. Non, mais ce qu'a dit Megan, c'est essentiel. Certes, on a beaucoup d'avantages techniques maintenant. On peut moins bouger éventuellement. On peut faire pas mal de choses à distance pour du travail de tous les jours, comme parfois pour des interviews. Mais finalement, ça ne remplace pas le fait d'aller sur le terrain, de se déplacer, d'être toujours plus alerte sur des idées de reportage et de ne pas perdre ce réflexe de partir, de bouger. On a le droit, on a cette possibilité, on a presque, je dirais même ce devoir de toujours avoir envie de raconter des choses et de raconter comment les choses se passent au mauvais moment comme au bon moment, comme après une crise, comme pendant une crise. Donc non, je suis en phase totale avec ce qu'a dit Megan. On n'est pas encore au bout du chemin avec tout ça, et sur les conditions qui changent encore beaucoup aujourd'hui.
Mais en tout cas, c'est plein de leçons sur notre métier et ça, je crois qu'on ne l'oubliera pas. Madame Rugiata, quelles leçons tirez-vous de cette crise sanitaire pour le journalisme? Quelle leçon? Oui, effectivement, c'était un petit peu compliqué et puis c'était un petit peu de l'autocensure, enfin, censure dans le sens, moi de moi-même, j'ai arrêté, de sortir et j'ai basculé sur le télétravail et donc c'est vrai que c'était aussi un moment en mars-avril où je faisais plus des papiers, où j'interrogeais des chercheurs sur, la recherche, de traitements et cetera et donc j'ai trouvé que c'était pas forcément, gênant étant donné que mon terrain, c'était aussi les publications scientifiques dans lesquelles il fallait plonger pour raconter, comment est-ce que progressait la recherche, à ce moment-là. Donc j'ai trouvé ça intéressant, de changer un petit peu de manière de travailler à ce moment-là, d'autant plus que moi je suis scientifique de formation initiale et donc de revenir un peu dans mon passé, de microbiologiste, je vous avoue que c'était assez intéressant de retrouver le monde, des publications scientifiques, au tout début, de la crise sanitaire. Après effectivement, je suis allée plus vers des sujets, société et là pour le coup, il fallait reprendre quoi, il fallait réinterroger aussi, les personnes qui étaient impactées, par l'épidémie et plus, pas seulement les scientifiques, ce que j'ai fait au tout début et puis voilà, je trouve que, aujourd'hui, on parle beaucoup enfin moi je travaille surtout sur les vaccins, enfin voilà, on évolue aussi dans nos spécialités, dans la couverture de cette crise sanitaire, un peu semaine par semaine, mois par mois en fonction de ce qui se passe, quoi. Voilà ce que ça a changé dans mes pratiques. Après, moi, étant donné que je suis aussi un petit peu journaliste scientifique, data journaliste, j'avais quand même beaucoup l'habitude de travailler, avec, mon ordinateur plus qu'à aller rencontrer, des gens comme vous, les vidéastes. Mais voilà, c'est plutôt sur les thématiques, quoi, que ça a changé et puis on va voir comment est-ce que ça va continuer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci beaucoup à vous et on part en Haïti avec Michel. Dites-nous comment chez vous la crise a impacté la profession journalistique. Ok. En fait, au début, je pense que c'est pareil pour tous les journalistes à travers le monde. J'avais peur. On avait peur de sortir, on avait peur d'aller chercher les informations, mais il fallait le faire quand même. Donc, et, en fait, cette crise, elle m'a appris deux choses. La première chose, c'est que en tant que journaliste, comme je l'ai dit tantôt, on est responsable. Donc, on devait se préparer à toute éventuelle situation. Et, et la deuxième chose qu'elle m'a appris, c'est que en tant que journaliste, on est appelé à ajuster nos pratiques. Donc, tout comme les collègues, donc moi-même, j'ai pu changer de méthode parce que au départ, comme je vous l'ai dit, j'avais peur, on avait peur de sortir et d'être contaminé, mais on l'a fait quand même. Et puis, on a dû changer de méthodologie en faisant des interviews en ligne, mais aussi en consultant des sources ouvertes. Donc, et je pense que la maladie, elle nous a appris en Haïti à changer de méthode, à évoluer. Et c'est ça. Donc, j'ai pu changer de méthode, j'ai pu m'ajuster, j'ai pu voir que en tant que journaliste, il ne fallait pas faire marche arrière et face à certaines situations, tout, tout, malgré tout. Donc, j'ai pu quand même avancer. Madame Megan, comment avez-vous découvert ce concours et pourquoi avoir voulu y participer? Et après, ce sera le tour de Rugiata. Je vous poserai la même question. Comment avez-vous découvert ce concours et pourquoi avoir voulu y participer? Alors, honnêtement, je sais que ça s'est fait sur Facebook,
Et je sais plus comment ils sont tombés précisément. Mais je suis rentrée dans le forum, enfin dans le groupe, et puis après j'ai vu le concours et je me suis dit, mais on vient de faire un reportage qui nous a beaucoup plu, qui nous a touché, enfin qu'on a aimé faire, et on s'est dit, bah en fait, je crois que ça correspond à vos critères. Et si ça peut permettre aussi de donner plus de visibilité au reportage, et ben on y va, on candidate pour ça. Mais c'est vraiment par Facebook, je crois, que j'ai découvert. Madame Rugiata, Oui, alors moi j'ai la chance de faire partie d'un collectif de pigistes parce que je suis journaliste indépendante, donc je travaille pour différentes rédactions et je fais partie d'un collectif qui s'appelle YouPress et donc on a certaines membres du collectif qui gèrent un petit peu nos réseaux sociaux, qui ont vu passer ce concours et qui, pour elles, ont estimé que ça allait très, très bien. Qu'il fallait que je postule. Ça faisait quand même plusieurs mois que j'étais sur la couverture de la crise sanitaire. Et effectivement, merci Cécile qui a bien fait de m'envoyer ce lien puisque je suis là aujourd'hui. et Michel. Et oui, donc, en fait, j'ai pu prendre connaissance du concours, c'est parce que depuis juillet, je fais partie du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Donc, et j'ai pu prendre connaissance du concours dès son lancement au mois de septembre, donc c'est de là. Et puis je me suis dit, bon, puisque j'ai travaillé sur la COVID-19, c'est un moment à ne pas rater, parce qu'il n'y a pas vraiment de travail qui ont été effectués sur la maladie en profondeur. Donc je me suis dit, bon, c'est le moment d'y participer. Au sein du forum de reportage, nous mettons aussi beaucoup d'accent sur les projets de collaboration et aussi sur les sujets sur lesquels les confrères peuvent travailler ensemble, des sujets de collaboration, des sujets transfrontaliers. Et c'est aussi une occasion pour ceux qui vous découvrent de vous connaître. Je vais demander à Madame Rugiata de se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, et les journalistes pidis en France, et voilà. Oui, alors je m'appelle Rouliata. Donc je suis journaliste indépendante, comme je disais tout à l'heure, mais membre d'un collectif qui s'appelle YouPress depuis 1 an déjà. Donc dans ce collectif, on se partage des conseils sur nos manières de travailler, du soutien, ce qui est important quand on est indépendant et puis surtout on a un bureau dans lequel on travaille, enfin pas de moins en moins avec la crise sanitaire, mais en tout cas avant ça, Basé à un Paris. bureau partagé. Oui, je suis basée à Paris, oui, effectivement et donc je suis journaliste, depuis 5 ans et anciennement, scientifique de formation, mais c'est la crise sanitaire qui m'a amenée au journalisme scientifique finalement, à revenir à cette spécialité-là, puisqu'avant j'étais plutôt sur des sujets société, enfin sociales, sur, les discriminations, sur, les problèmes d'accès à l'éducation, sur les violences policières et cetera, donc plutôt sur des sujets société et en fait depuis début mars, enfin là, ça va bientôt faire 1 an que je fais quasiment que des sujets, sur la crise sanitaire, que ce soit un peu de vulgarisation scientifique, sur, enfin les connaissances sur le virus, sur la recherche, de traitement au départ et puis maintenant, bah, je suis un petit peu plus sur le vaccin, et je travaille essentiellement pour Mediapart sur des sujets de vulgarisation, scientifique, depuis mars. Voilà. Madame Egan, vous avez la parole. Donc moi, je travaille au Point depuis 4 ans, au service vidéo. Donc j'accompagne, la plupart du temps, j'accompagne des journalistes de la rédaction qui proposent un sujet qui mérite un traitement vidéo. Donc, c'était un peu le cas avec Thomas, c'est-à-dire que Thomas, il avait prévu, enfin, il avait envie d'aller faire ce reportage en Alsace.
Et on s'est dit, en fait, on peut construire quelque chose à la fois en écrit et en vidéo. Et donc, c'est ce que je fais en général dans la rédaction. Et voilà, et c'est vrai que de temps en temps, je peux proposer des sujets qui me tiennent à cœur, et dans ce cas-là, c'est moi qui écris aussi et qui fais la vidéo. Mais il y a une certaine liberté, en fait, au point. Donc on peut, si on a envie d'initier des trucs, c'est possible. Et c'est ce qui s'est un peu passé là. Voilà. Monsieur Thomas. La parole, elle est à Monsieur Thomas. Oups, j'ai oublié de poser dans le micro. Oui, vous m'avez bien présenté au début. Je m'occupe depuis 4-5 ans des réseaux sociaux au point, et je gère aussi l'activité vidéo, notamment avec Megan Kiki. On est 5 en tout dans le bureau. Les réseaux sociaux et la vidéo sont très largement, disons qu'une activité, une production de la vidéo pour les réseaux sociaux est, disons, un bon pari en ces temps. Du coup, on a un peu fusionné les deux activités pour que tout soit un peu plus efficace dans des structures qui sont un peu petites. Mais du coup, ça fait 5 ans que je gère un peu cette activité un peu bipolaire au sein du point, où effectivement, on a quand même pas mal de liberté. Comme le dit Megan, on peut se lancer sur des reportages très différents, sur beaucoup de choses, sur des thématiques très variées. Donc, nous en profitons tous, je dirais. Et sinon, avant, j'étais à la chaîne parlementaire, donc la politique, c'était très sympa aussi à traiter, la politique française. Voilà, en tout cas, au point, on en est là, et moi aussi avec Megan. Voilà. Vous aviez toujours couvert les sujets en lien avec la santé? Non, non, pas du tout. Non, on est très, comme l'a dit Megan, on suit beaucoup les journalistes du Point au sein de la rédaction, et les thématiques vont de la politique à l'interview politique jusqu'à la santé. Donc, on peut même des fois faire du sport. Donc, voilà, c'est très l'activité, notre curiosité est très étalée, je dirais. C'est vrai qu'il y a Et des à la vidéo également. Il y a des services au point, il y a un service science, il y a un service culture, il y a un service politique, société. Et c'est vrai que chacun est censé appartenir à un service. Nous, ce serait un service plutôt sur le format, donc multimédia. Mais en vérité, il y a des passerelles, et quelqu'un qui a envie de faire un peu de science, s'il vient de la culture, et il peut en faire. Et de cette manière-là, nous, on avait envie de faire ce sujet-là. On n'est pas forcément dans le service science, mais on a eu le droit, quoi. Madame Dougueni, pouvez vous présenter aussi aux participants, à ces personnes-là qui nous suivent, aux autres confrères? Ok, donc je suis Doujini Michel-Achille. Je travaille en tant que journaliste depuis 2018, mais j'ai intégré Enquête Action, qui est le seul média d'investigation en Haïti, en 2019. Donc, depuis, je travaille sur des sujets de société, et je traite parfois des sujets liés à la santé, mais pas comme c'était avec la COVID-19. Donc, c'est ça. Nous sommes presque vers la fin de cette rencontre, de cette conversation, puisque nous étions censés, dans la dernière partie, recueillir les questions des personnes qui nous suivent, mais nous n'avons aucune question ne m'est parvenue jusqu'à ce temps. Et j'aimerais vous demander quels conseils donneriez-vous aux autres confrères francophones qui aussi ont participé à ce concours, ou quels conseils donnerez-vous plus globalement aux journalistes francophones du monde entier lorsqu'on sait que la crise a vraiment eu un impact sur le journalisme? Je commence, mais je crois que cette crise, elle nous a aussi permis de ressentir notre utilité. C'est que parfois, on peut aussi douter de notre position, de notre job et de comment on le fait. Et quelque part, quand il y a une actualité aussi forte, après la peur, après la sidération, il faut la saisir pour la traiter. Et là, on se rend compte pourquoi on aime ce métier, pourquoi on le fait, et quelle est son utilité quand on voit que ça a un impact sur les gens qu'on rencontre ou sur ceux qui vont lire les papiers.
Et c'est vrai que le conseil que je donnerais, bah, c'est de mettre sa peur de côté et de chercher à traiter l'actualité difficile, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Madame Rougiata, quel conseil donneriez-vous aux autres confrères francophones du monde entier, particulièrement les membres du forum qui nous suivent? Oui, je rejoins Mégane sur le fait qu'effectivement, c'est un événement pour la profession qui fait qu'on a pu se rendre compte à la fois du fait que nos lecteurs, nos téléspectateurs, nos auditeurs avaient besoin de nous dans un moment comme celui-là. Et après des périodes où il y avait quand même aussi des pics de défiance, hein, envers les journalistes en fonction des thématiques qui étaient traitées. Non, quel conseil je pourrais donner aux confrères en cette période? Beh, de continuer à s'intéresser aux personnes qui sont les plus touchées par cette épidémie, quoi. Mmh. Votre conseil, Madame Michel? Ok. En fait, je conseillerais aux journalistes de s'intéresser beaucoup plus à des sujets de société comme la santé, l'économie et autres. Et je leur dirais aussi de se préparer, d'être toujours flexible à n'importe quelle situation parce que la pandémie nous a permis de voir que les journalistes, eux aussi, ils sont importants, ils doivent être les yeux de la population ou encore du monde, puisque avec nos reportages, nous avons pu y participer à ce concours. Donc, on doit être plus présent, on doit faire notre travail avec plus de rigueur aussi, et plus de passion. Et il faut qu'on soit toujours présent pour les autres. Parce que même en temps de guerre, les journalistes, ils sont importants. Monsieur Thomas, nous aimerions bien avoir votre conseil aussi pour les confrères francophones. Ben, c'est un peu, j'ai pas grand-chose à dire de plus, tout a été plutôt très bien dit. Quand on a la possibilité de donner la parole, d'interroger des gens qui ont vécu une situation assez extraordinaire, que ce soit pendant ou après, faut penser à foncer, je crois, et penser à aller voir ces gens. Et comme il a été dit avant, parfois il y a une vraie défiance envers les journalistes. Mais nous, on a également, à l'inverse, pendant cette période où les gens sont sortis d'une période très dure, ont eu plaisir et ont eu envie de nous raconter beaucoup de choses. Et je crois que la période était propice à cela et c'était sûrement une occasion à ne pas rater. Donc, quand on sent qu'il y a quelque chose justement à ne pas rater, eh ben, il faut y aller à 200% et se donner tous les moyens nécessaires à faire un bon reportage. Je pense qu'on l'a tous fait ici. Merci à chacun de vous. Merci à vous, les lauréats de la catégorie Sciences et Santé. Le jeudi prochain, nous aurons une session similaire avec ceux de la catégorie Inégalité, Économie et Finances. Et dans la dernière semaine de ce mois, avec les lauréats de la catégorie Transparence, Criminalité. Et je rappelle que ce forum a été lancé par le Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington, avait pour objectif de connecter la communauté journalistique mondiale, mais principalement les journalistes francophones. Nous avons lancé le forum en 5 langues, en arabe, en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Mais moi, je suis le directeur du forum francophone et dans ce forum, nous réunissons tous les journalistes francophones du monde entier pour qu'ils puissent collaborer ensemble, partager des opportunités. Alors, je lance un appel à chacun de vous pour inviter vos confrères afin que nous puissions tous nous retrouver dans cette belle communauté de journalistes francophones et continuer à discuter de l'avenir de notre profession qu'est le journalisme. Nous avons lancé aussi un petit formulaire. Mon collègue a envoyé le lien dans la boîte de discussion.
Ça vous prendra peut-être 30 secondes pour remplir, nous dire si ce webinaire ou cette rencontre a été utile pour vous, si vous avez des recommandations pour les prochaines séances, vous pouvez nous les faire parvenir en remplissant le formulaire que nous avons envoyé. Sur ce, je souhaite une très belle fin de soirée ou une bonne après-midi à chacun de vous. Et une fois encore, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Au infiniment. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.